Le 14 mars 2022, dans un pavillon tranquille de Bailleau-l'Évêque, un petit village près de Chartres, la journée s'écoule paisiblement. Dehors, le printemps commence à peine à se faire sentir. À l'intérieur, un garçon de 6 ans, Léo, est assis sur le tapis du salon, absorbé par sa construction de cubes en bois. Sa mère, Claire, l'observe avec tendresse. La structure qu'il bâtit est étonnamment complexe, organisée. Curieuse, elle lui demande ce qu'il fabrique. Sans même lever les yeux, avec le naturel d'un enfant qui parle de son jeu, Léo répond « Je répare ma maison, celle où je gardais le grand coffre en or ». Une phrase, une simple phrase, qui aurait pu être oubliée, rangée dans le tiroir des imaginations d'enfants. Mais cette phrase est le point de départ d'une histoire qui va défier la logique, bousculer les certitudes et nous mener aux portes d'un des lieux les plus secrets du monde. Car le grand coffre en or, que Léo va décrire avec une précision déconcertante, n'est autre que l'Arche d'Alliance. Et ce n'est que le commencement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout, car le tout dernier détail qu'il révélera concerne un document secret, un inventaire, que certains pensaient perdu à jamais et qui serait aujourd'hui conservé au Vatican. Pour bien comprendre l'étrangeté de la situation, il faut d'abord connaître la famille de Léo. Il n'y a rien d'exceptionnel chez eux, et c'est précisément ce qui rend l'affaire si troublante. Le père de Léo est comptable, un homme de chiffres et de raison. Sa mère, Claire, est infirmière, une femme pragmatique, habituée aux faits et aux diagnostics clairs. Ils n'ont aucune affiliation religieuse particulière, n'appartiennent à aucune paroisse, et leur bibliothèque est celle de beaucoup de foyers français. Des romans, quelques guides de voyage, des livres de cuisine. Aucun ouvrage sur l'histoire ancienne, la théologie ou l'archéologie biblique ne se trouve sur leurs étagères. Léo lui-même est un enfant comme les autres, scolarisé en grande section de maternelle, passionné par les dinosaures et les voitures de pompiers. Pourtant, dans les jours qui suivent sa déclaration sur le coffre en or, un autre phénomène étrange apparaît. Léo commence à fredonner des mélodies. Ce ne sont pas des comptines apprises à l'école, ni des génériques de dessins animés. Ce sont des airs lents, mélancoliques, construits sur des gammes inhabituelles qui semblent venir d'un autre temps, d'un autre lieu. Claire, intriguée et un peu inquiète, décide un après-midi d'enregistrer l'un de ses chants avec son téléphone. Elle ne se doute pas, à cet instant, que ce simple fichier audio d'à peine 45 secondes va devenir la toute première pièce à conviction tangible. La première preuve que quelque chose d'inexplicable est en train de se produire. Cet enregistrement, c'est la première fissure dans le mur de leur réalité. Une fissure discrète, mais qui va bientôt s'élargir jusqu'à faire trembler toutes leurs certitudes. Car ce que Léo va commencer à raconter n'est pas le fruit de l'imagination. C'est une cascade de détails précis, vérifiables et totalement impossibles à connaître pour un enfant de son âge vivant en Eure-et-Loir au XXIe siècle. L'étrangeté s'intensifie alors à travers 3 tubes de révélation, 3 domaines de connaissances qui ne devraient tout simplement pas exister dans l'esprit d'un enfant de cet âge. Le premier est le langage. Un soir, en décrivant son « travail » sur l'Arche, Léo utilise des mots qui n'appartiennent ni au français ni à aucune langue qu'il aurait pu entendre. Il parle du « débir » pour désigner la pièce la plus sacrée, l'endroit où le coffre était gardé. Il mentionne les « badim », expliquant que c'étaient les longues barres en bois d'acacia pour le transport. Ces termes, il les prononce avec une clarté déconcertante, comme s'il les avait utilisés toute sa vie. Deuxièmement, la géographie. Un après-midi, sur une simple feuille de papier A4, il se met à dessiner. Ce n'est pas un dessin de maison ou de voiture, c'est une carte, rudimentaire bien sûr, mais cohérente. Une ligne sinueuse traverse la page, représentant un chemin à travers un paysage aride. Il pointe du doigt des petits cercles. Là, il y avait de l'eau, puis des formes anguleuses. Ici, les grosses pierres qui protègent du vent. Quand son père lui demande où mène ce chemin, Léo répond avec un sérieux absolu. C'était pour cacher le coffre, avant l'arrivée des soldats au grand casque. Enfin, la troisième révélation est peut-être la plus troublante. Un jour, il se met à pleurer sans raison apparente. Sa mère, inquiète, le prend dans ses bras et lui demande ce qui ne va pas. Entre 2 sanglots, il raconte l'histoire d'un homme nommé Ouza. Il explique que cet homme, en voulant empêcher le coffre de tomber, l'a touché et qu'il est mort sur le coup. Léo ne raconte pas cette histoire comme une leçon apprise. Il la raconte avec une tristesse profonde, personnelle, comme le souvenir d'un drame auquel il aurait assisté. Ce récit, d'une précision biblique terrifiante, un enfant de Bailleau-l'Évêque n'a aucun moyen de le connaître, et encore moins de le ressentir avec une telle intensité.
Face à cette accumulation de faits inexplicables, l'inquiétude des parents grandit. Ce n'est plus de l'imagination, c'est autre chose. Ils décident de chercher une aide extérieure. Mais par où commencer? Leur premier réflexe, tout à fait rationnel, est de contacter un pédopsychiatre à Chartres. Ils craignent un trouble, une confusion. Mais après plusieurs entretiens avec Léo, le spécialiste est formel. Le garçon est parfaitement équilibré, intelligent et ne présente aucun signe de pathologie. Il ne fabule pas, il relate. Le psychiatre, désemparé mais honnête, leur fait alors une suggestion inattendue. Peut-être devriez-vous parler à un historien. Sur ces conseils, et après quelques recherches, ils prennent contact avec le professeur Alain Mercier, un historien et linguiste rattaché à l'Université d'Orléans, dont la réputation dans le domaine des langues sémitiques anciennes n'est plus à faire. Le rendez-vous est fixé. Claire et son mari se présentent au bureau du professeur, un lieu rempli de livres anciens et de cartes, avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Ils se sentent presque ridicules en racontant leur histoire. Le professeur les écoute poliment, avec le scepticisme bienveillant de l'universitaire habitué aux théories les plus farfelues. Puis, Claire sort son téléphone. Elle explique qu'elle a enregistré une des mélodies que son fils fredonne. Elle lance la lecture. Le son, un peu étouffé, remplit le silence du bureau. C'est un chant lent, une plainte qui semble s'étirer sur quelques notes seulement. Le visage du professeur Mercier change subtilement. La politesse s'efface pour laisser place à une concentration intense. Il se penche en avant, ferme les yeux. À la fin des 45 secondes, il demande à l'écouter une seconde fois, puis une troisième. Quand il relève enfin la tête, son expression n'est plus du tout la même. Il explique, en pesant chacun de ses mots, que ce qu'il vient d'entendre n'est pas anodin. La mélodie est construite sur des structures modales qui sont, selon lui, tout à fait compatibles avec ce que les musicologues supposent de la musique liturgique du premier temple de Jérusalem. Puis les parents lui parlent des mots étranges de Léo, débir, badim. Le professeur se lève, se dirige vers sa bibliothèque, en sort un ouvrage massif et l'ouvre à une page précise. Les mots sont là, en hébreu ancien. Le débir, le saint des saints. Les badim, les barres de transport. L'exactitude est parfaite. C'est la première validation externe, et elle est vertigineuse. Quelques semaines plus tard, alors que la famille tente d'intégrer cette nouvelle réalité, Léo apporte une nouvelle dimension à ses souvenirs. Une dimension plus concrète, presque palpable. Il ne parle plus de théologie ou de musique, mais d'artisanat. Il décrit l'un des objets avec lesquels il travaillait, une des perches de transport. Il n'en parle pas avec la révérence d'un prêtre, mais avec la familiarité d'un ouvrier. Il explique le poids du bois d'acacia, la sensation lisse et dense sous ses doigts après le polissage, et la manière dont une bague en or pur était fixée à son extrémité, non pas pour la beauté, mais pour la solidité. Puis, il prend un cahier d'écolier et un crayon. Il dessine alors un symbole qu'il dit avoir lui-même gravé sur le bois de la perche. C'est un motif simple, presque primitif, composé d'un cercle et de 3 lignes qui en partent. Ce dessin, griffonné sur une page à carreaux par un enfant de 6 ans, va devenir la clé de voûte de toute cette affaire. Prenez un instant pour bien visualiser ce symbole dans votre esprit. Un cercle et 3 lignes droites. Car ce simple signe va faire basculer cette histoire de l'inexplicable vers quelque chose de bien plus concret. Le professeur Mercier, désormais convaincu qu'il ne s'agit plus d'une simple coïncidence, sait qu'il a atteint les limites de sa propre expertise. La linguistique et l'histoire des textes sont une chose, mais ce symbole relève de l'archéologie, de la culture matérielle. Il prend alors une décision cruciale. Il suggère aux parents de Léo de consulter une de ses consoeurs, une archéologue de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Une spécialiste dont le travail consiste à interpréter les traces laissées par le passé. La famille, bien que de plus en plus dépassée par les événements, accepte. Ils sentent qu'ils ont besoin de réponses, de jeter une lumière rationnelle sur ce qui obscurcit leur quotidien. La rencontre a lieu dans un bureau sobre de l'Institut. L'experte, une femme d'une 50aine d'années, écoute l'histoire avec une patience professionnelle. On sent dans son regard le doute méthodique de la scientifique. Elle a certainement entendu des dizaines d'histoires de trésors imaginaires et de découvertes fantastiques. Le père de Léo lui tend alors une photocopie du dessin de son fils. L'archéologue prend la feuille, l'examine sous la lumière de sa lampe de bureau, un long silence s'installe. Sa réponse est mesurée, prudente, mais elle n'est pas un rejet.
Elle explique que le symbole, en tant que tel, n'est répertorié dans aucune base de données connue. Il ne correspond à aucun alphabet, aucune signature d'artisan, aucun signe tribal identifié. Cependant, et c'est là que tout bascule une nouvelle fois, elle admet que le style présente des similitudes troublantes. La manière de tracer le cercle, la rigidité des trois lignes, l'équilibre général de la composition, tout cela, dit-elle, évoque certaines gravures de l'âge du fer découvertes au Levant, dans la région qui correspond aujourd'hui à Israël et à la Jordanie. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un écho stylistique. Un écho qui traverse 3000 ans d'histoire pour venir résonner sur le cahier d'un écolier de Bailleau-l'Évêque. Cette consultation marque un tournant. L'affaire, jusqu'alors confinée au cercle familial et au bureau du professeur Mercier, commence à se répandre. Discrètement, sans faire de bruit. Un email échangé entre l'archéologue et un collègue à Jérusalem. Un appel téléphonique du professeur Mercier à un spécialiste des manuscrits anciens à Paris. La nouvelle circule dans un cercle très restreint d'universitaires, qui suivent l'histoire avec un mélange de fascination et de scepticisme intense. Personne ne veut y croire, mais les éléments sont trop précis pour être balayés d'un revers de main. La famille, de son côté, fait tout pour protéger Léo. Ils refusent toute sollicitation, toute interview. Leur fils vit ses souvenirs sans la moindre angoisse, comme s'il parlait de sa journée à l'école, et ils sont déterminés à préserver cette innocence. C'est alors que survient la première grande révélation, celle qui va réorienter complètement la perception que tout le monde a de l'histoire. Jusqu'à ce moment précis, tous les experts impliqués, y compris le professeur Mercier, partaient d'une hypothèse logique. Si Léo se souvient de l'Arche d'Alliance, il devait être un prêtre, un lévite, un gardien du temple, quelqu'un qui avait une fonction religieuse. Mais un soir, alors que son père lui lit une histoire, Léo l'interrompt. Il regarde une image du livre et dit, avec le plus grand calme, « Je n'étais pas un prêtre, j'étais le fils du charpentier. Mon travail, c'était de vérifier le bois, de le polir avec de l'huile. » Ce détail change absolument tout. Il explique soudain pourquoi ses souvenirs sont si concrets, si matériels. Il ne se souvient pas des prières ou des rituels, mais du poids du bois d'acacia. Il ne décrit pas la puissance divine de l'arche, mais la sensation lisse de la perche sous ses doigts. Ses connaissances ne sont pas celles d'un gardien du dogme, mais celles d'un artisan. Il se souvient de l'odeur de la sève, du bruit des outils sur le bois, de la peur de laisser une égratignure sur une pièce sacrée. Cette perspective humaine presque banale rend ses souvenirs encore plus crédibles, encore plus poignants. Il ne se souvient pas d'un objet de foi, mais d'un objet de travail. Nous avons donc un tableau de plus en plus précis. Un enfant de 6 ans, en France, qui possède des connaissances vérifiables en linguistique hébraïque ancienne, en géographie du désert du Negev et maintenant en technique d'artisanat du bois de l'âge du fer. Chaque pièce du puzzle semble s'emboîter parfaitement. Mais le plus grand secret, celui qui nous a été promis au début de cette histoire, n'a pas encore été révélé. Ce secret émerge quelques jours après sa confession sur son rôle d'artisan. Alors qu'il explique comment il entretenait les perches de transport, il mentionne un détail qui avait échappé à tout le monde. Il parle d'un rouleau de compte, une sorte d'inventaire secret. Mais, précise-t-il, ce rouleau n'était pas dans l'arche elle-même, jugé trop sacré pour contenir un document aussi profane. Il était caché ailleurs. L'une des perches de transport, explique-t-il, était creuse. Et à l'intérieur de cette perche, à l'abri des regards, se trouvait ce rouleau. Un inventaire des objets précieux qui accompagnait l'arche dans son déplacement. Et c'est ce rouleau, ce simple document administratif, qui nous mène directement aux portes du Vatican. Le point culminant de notre histoire arrive lorsque le professeur Mercier, sentant qu'il tient là un fil d'une importance capitale, décide de faire appel à son réseau international. Après plusieurs semaines de recherche discrète, il parvient, par l'intermédiaire d'un collègue de Rome, à joindre une historienne italienne retraitée ayant passé plus de 20 ans à travailler pour les archives apostoliques du Vatican. Il lui expose le cas de Léo avec toutes les précautions nécessaires et lui envoie par email une copie numérisée du symbole dessiné par l'enfant. Quelques jours plus tard, la réponse arrive. Elle n'est pas officielle, transmise par un canal sécurisé, mais son contenu est stupéfiant. L'historienne confirme l'existence, dans un fond très peu consulté des archives, d'un document médiéval datant de l'époque des croisades. Ce document est l'inventaire d'une acquisition faite par un cardinal en Terre Sainte.
Il y est fait mention d'un fragment de carte sur papyrus jugé très ancien. Mais le détail qui fait tout basculer est la description d'un symbole gravé sur le coffret en bois qui contenait ce fragment. C'est exactement le même que celui dessiné par Léo. Un cercle et 3 lignes. Le souvenir d'un enfant de Bailleau-l'Évêque vient de trouver un écho matériel dans l'une des archives les plus secrètes du monde.